Voyage en récit Julien Hervier et Geoffroy Scrive. Julien Hervier, mais nous avons pu réaliser ensemble quelques émissions au sujet de vos deux auteurs d'études favoris, si je puis dire, sur lesquels vous êtes référents, en tout cas en France. L'un, donc, Pierre Drieux-La Rochelle, et l'autre, Ernst Junger, dont nous allons parler ce soir avec vous. Vous vouliez effectivement que nous en reparlions. Je vous ai tout simplement proposé de parler d'un des livres de Junger. Il faut dire ici tout de suite qu'il a énormément écrit, donc des journaux quotidiens durant la Première Guerre mondiale, durant la Seconde, durant toute sa vie finalement, et puis des romans. Ce sera de l'un d'eux dont nous allons parler, ainsi que des essais philosophiques. Nous avons déjà pu d'ailleurs parler de certains d'entre eux, notamment le Traité du Sablier ou encore le Nœud gordien. Aujourd'hui donc, au programme de notre conversation, un roman, et pas un des moindres, non seulement chez lui, mais je crois dans la littérature allemande et même mondiale, puisque ce livre est reconnu à juste valeur, intitulé donc Sur les falaises de marbre. Vous avez ici l'édition française dans les années 40 publiée à la NRF chez Gallimard. Tout simplement, pour première question, peut-être pour aborder ce livre emblématique de Junger, Julien Hervier, comment, à quel âge avez-vous découvert ces écrits ? Écoutez, alors je pense que ça a été par le bouche à oreille, parce que je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Alors j'ai fait des classes d'Hippocagne et de Cagne, donc j'essayais de me cultiver. Mais petit garçon, j'avais peu d'occasion de prendre des vacances. J'habitais Versailles, j'allais lire des heures au parc de Versailles et je dévorais tout ce qui me tombait sous la main. Donc là, nous sommes dans quelles années à peu près ? Alors, écoutez, je suis né en 1935, je viens donc d'avoir 89 ans. Donc, quand j'avais une quinzaine d'années, c'était les années 50. Hein. Donc, les années 50, c'était assez récent après la guerre. Hein. Le roman, finalement, n'était pas si vieux que ça. Donc, c'était dans les nouveautés littéraires. Et je m'intéressais beaucoup à la littérature allemande, parce que j'aimais aussi beaucoup la musique allemande. Enfin, quand je dis allemand, c'est germanique, c'est aussi bien autrichien qu'allemand, hein, parce que Schubert ou Mahler font partie des plus grands compositeurs de l'âge moderne. Donc, je cherchais un peu tout ce qui pouvait m'intéresser dans le domaine littéraire. Et puis, alors, j'ai toujours eu un certain amour pour les œuvres d'imagination. Alors, il y a un substrat très précis et contemporain Sur les falaises de marbre, mais c'est une œuvre qui se présente comme une espèce de rêve fantastique. Alors, je lisais beaucoup de science-fiction, de fantastique comme Lovecraft, qui vient d'être réédité à la Pléiade tout récemment, mais aussi de la science-fiction comme Ray Bradbury, les chroniques martiennes, des choses très belles comme ça. Et donc j'ai été attiré par ça. D'abord, le titre est très beau, donc j'ai été tout de suite fasciné. Ça n'a pas été l'enchaînement lié à un film ou quelque chose comme pour Drieux-La Rochelle, où Louis Malle a vraiment déclenché un mouvement en faveur de Drieux avec ce film génial qui était Le Feu follet. Mais enfin, j'avais lu d'ailleurs Drieux avant le film Le Feu follet. J'avais dû commencer par les histoires des plaisantes. Mais donc, en lisant à droite et à gauche, je suis tombé sur ce livre qui m'a ébloui. C'est à peu près à la même époque aussi que j'ai découvert Le Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Mais ça n'est pas Gracq qui a écrit quelques très beaux articles sur Junger. Oui, il faut préciser que Gracq a quand même contribué en France à faire connaître l'œuvre de Junger. Certainement. D'ailleurs, ils étaient amis. C'est-à-dire, Junger n'a jamais été beaucoup plus apprécié par les universitaires français. C'est-à-dire que les universitaires allemands l'ont très vite traîné dans la boue, considérant que, officiellement, n'ayant pas émigré, se battant dans la Wehrmacht, il était, malgré son opposition à Hitler, il était compromis dans l'entreprise nazie, bien que n'ayant jamais non plus fait partie du parti nazi.
ayant donné sa démission au moment où les anciens combattants de son régiment avaient voulu exclure les membres juifs. Mais, ayant même refusé des propositions en diplomatie, il me semble. C'est ça. Il n'a pas voulu, par exemple, être dans l'académie des écrivains fondée par les nazis qui devaient servir d'outil de propagande. Et alors donc j'ai toujours bien aimé les gens qui prenaient des positions un peu à contre-pied. Et puis, je trouvais aussi assez remarquable qu'il ait pu surnager par rapport au nazisme malgré son opposition de fond au régime. Et j'ai été frappé par le fait que, au fond, c'est son héroïsme pendant la guerre de 14 qui devait d'avoir survécu tous les pièges qui se posaient à lui pendant la guerre. Je prends un exemple très simple. Sur les falaises de Marbre, a failli déclencher des poursuites judiciaires contre lui. Il y avait un certain nombre de nazis convaincus qui voulaient avoir sa peau. Et pour Hitler, qui aurait bien aimé d'ailleurs le rallier à sa cause et qui serve sa propagande, Jünger était resté le héros de ses livres de guerre, le héros des orages d'acier. Et il avait dit qu'on foute la paix à Jünger, en gros. Voilà. Est-ce que ce sont des sujets, ceux dont vous venez de parler, de l'attitude de Jünger pendant la guerre, par rapport au nazisme, est-ce que ce sont là des sujets dont vous parliez, vous et lui, quand vous alliez le voir ? C'est-à-dire que... Ou il n'en parlait plus tellement ? C'était passé. C'est-à-dire que j'ai fait plusieurs longues interviews de Jünger. J'étais dans la situation où vous êtes maintenant. Et donc, je l'ai fait parler longuement de la période de la guerre, de la façon dont il avait affronté le nazisme. Donc il en parlait de façon tout à fait libre et tout en insistant beaucoup. Alors, il y a un livre absolument ignoble qui vient de paraître contre lui là, au début de l'été, d'un certain Abou, qui ne sait rien sur lui. Pour vous donner un exemple, il y a 2 grandes biographies que j'ai référence en allemand, celle de Kiesel et celle de Schwilk. Il ne cite aucune des 2 dans son texte et il n'en cite aucune dans sa bibliographie. Donc, c'est du point de vue de la recherche, c'est un livre tout à fait nul. Et donc, cette hostilité à Jünger est quelque chose qui maintenant me paraît assez redoutable, mais espérons que nous contribuerons à la faire un peu disparaître. Alors justement, revenons exactement au texte de ces fameuses falaises de Marbre. Vous avez évoqué tout à l'heure, Julien Hervier, le rêve. Et effectivement, d'ailleurs vous l'écrivez vous-même dans cette biographie que vous avez consacrée en 2014 chez Fayard à Ernst Jünger intitulée « Dans les tempêtes du siècle ». Et là, évidemment, nous sommes en pleine tempête puisque vous parlez de la Seconde Guerre mondiale. Et vous écrivez ceci. Vous relatez le passage d'Ernst Jünger chez un compositeur qui s'appelait donc Karl Gerzberger. Et il écrivait « Je ne sais plus bien ce qui s'est passé durant la nuit, parce qu'il dormait chez lui, mais elle avait été riche en images. L'ivresse profonde peut plonger dans une sorte de transe. J'avais seulement conscience que les belles villes brûlaient sur la rive et que les flammes se reflétaient dans l'eau, parce qu'il est devant le lac. Oui. Il s'agissait d'une vision d'incendie comme on nomme les rêves prémonitoires en Westphalie et en Basse-Saxe. C'est-à-dire que il me semble que le rêve a une importance capitale dans la vie et donc dans les écrits de Jünger, et que là, également, dans les falaises de Marbre, cela se vérifie. Il explique ici une des visions qu'il a et qu'il va utiliser dans son récit. Tout à fait, c'est-à-dire que on peut dire que ce rêve d'ailleurs des incendies qui se propagent au bord du lac de Constance, ça se passe à Constance, à l'époque où il habitait Überlingen, où il a habité un certain temps après la guerre, enfin après la Première Guerre. Il a habité longtemps Berlin où c'était un activiste politique, c'est ça qu'on lui reproche beaucoup. Il est ensuite... il a décidé
de quitter Berlin quand les nazis sont arrivés au pouvoir et d'aller s'enterrer dans des petites villes. Et alors, il a été à la fois à Überlingen et à Goslar. Et à Überlingen, il avait un frère très, très fidèle, très remarquable, enfin, un poète qui a écrit des romans, mais sa poésie est meilleure que ses romans, et qui a écrit aussi un grand essai sur la technique comme lui, La perfection de la technique. Oui. Et Friedrich Georg était établi à Überlingen, il est allé s'installer pas très loin. Et à Überlingen, il traversait le lac de Constance, il y a des très très belles promenades. Il y est revenu à la fin de sa vie, où sa femme avait une jolie maison, qui est neuve d'ailleurs, récente, hein, pas une demeure ancienne comme celle où il a fini sa vie à Wilflingen, qui donnait directement sur le lac. Et c'était une image d'incendie sur le lac dans un rêve qui a été un des éléments stimulants. Voilà. Et il y a un autre rêve qui est aussi à la base de ça. C'est un rêve qu'il a fait en allant avec son frère, dont je vous parlais, en vacances dans l'île de Rhodes. Et l'île de Rhodes, enfin, c'est tous ces lieux aussi empreints de la présence chrétienne, des visions de l'Apocalypse de Jean. Enfin, et il avait rêvé, là, qu'il était affronté à Hitler et à sa bande, dit-il. C'est ça. Alors, Hitler, qu'il appelle dans son journal Knebolo. Knebolo. Certainement en rapport avec Diabolo, avec le diable. C'est une figure effectivement démoniaque, hein, au sens d'incarnation du mal, ce qui est le grand forestier sur les falaises de marbre. Et donc, il a toujours été plongé dans une atmosphère onirique. Et ça a dû être renforcé parce que tout de suite, dans les années précédentes, enfin, il a écrit très rapidement les falaises de marbre. Hein. Oui, c'est marqué dès l'introduction de ce livre. Hein. On peut lire d'ailleurs. Oui. Commencé fin février 1939 à Überlingen, achevé le 28 juillet de la même année, 1939, à Kirchhorst, près de Hanovre. Ouais. Et revu en septembre 1939 aux armées, parce qu'il est appelé aux armées à ce moment-là. Oui. Et donc, vous voyez, juste avant la guerre, et en 1937, il avait fait une visite à un artiste, disons expressionniste pour simplifier, mais c'est beaucoup trop simple, qui s'appelle Alfred Kubin, qui est un graveur plus qu'un peintre. Enfin, et il a non seulement fait des gravures fantastiques très belles, il y a eu des très belles expositions à Paris de l'œuvre de Kubin, et il a écrit un roman qui s'appelle L'autre côté, qui est la description d'une ville de rêve, la ville de Perle. Et alors, il y a aussi un peu une idée que Perle va être punie pour ses péchés. Hein. Tout ça est tout à fait enraciné dans une tradition. Et la ville de Perle va se dissoudre et s'effondrer totalement. Il y a un certain nombre de gens et d'écrivains français qui admirent beaucoup L'autre côté de Kubin. Et il était allé voir, il habitait dans une espèce de manoir un peu délabré, isolé. Et c'est une visite qui avait beaucoup impressionné Wiener. Et puis, dans le dernier recueil d'essais, alors il avait écrit des essais très politiques, enfin des livres de guerre, et il a écrit des textes très complexes du point de vue de la forme, des mélanges de rêves, de récits de voyage, de petites anecdotes, de réflexions sur l'écriture, qui s'appelait Le cœur aventureux. Oui, juste avant les falaises de marbre. Juste avant. Et alors, il y a eu 2 versions. Et dans Le cœur aventureux, il y a toute une série de récits fantastiques qui relèvent absolument de l'imaginaire, vous savez, ce qu'on appelait gothique, parce que le roman fantastique, le début de Frankenstein, enfin, tous ces romans anglais qui ont beaucoup influencé le romantisme allemand, français, européen en général, étaient qualifiés de littérature gothique.
Et il y a par exemple une nouvelle sur le Chevalier Noir, qui est une espèce de rêve avec justement l'idée d'une présence souterraine du mal qui est en train de saper les apparences et dont on a parfois une révélation très formidablement inquiétante. Alors peut-être faudra-t-il revenir justement sur cette apparence du mal, parce qu'elle est très présente dans ce roman de Junger, Les Falaises de Marbre. Vous parliez tout à l'heure de personnes un petit peu, au parcours atypique ou en marge que vous appréciez. Il me semble que Junger aussi devait les apprécier, puisque vous les citez dans cette biographie. On va citer 2 ou 3 noms. Heinrich Böll. On peut aussi également citer, je pense, Joseph Breitbach et Gerhard Nebel. Et c'est intéressant de s'intéresser à ces personnages, parce que non seulement ils sont de son époque, mais il a des rapports avec eux. Vous l'écrivez ici, en juin 1938, donc on est juste avant l'écriture et la publication des Falaises de Marbre. Paul Weinreich, lecteur des éditions hanséatiques, propose à Ernst Junger de lui communiquer avant publication un manuscrit qu'il juge intéressant. Il s'agit d'un essai que vient de lui consacrer un jeune professeur et journaliste, Gerhard Nebel, donc 1903-1974, dont la personnalité semble faite pour lui plaire. Et effectivement, monsieur Nebel est quand même très atypique. Il enseigne l'allemand, le latin, le grec, et il se trouve aussi également champion universitaire de boxe. Oui. Ils se brouilleront ensuite, parce que j'ai cru comprendre que Nebel se brouillait avec à peu près tout le monde au cours de sa vie pour revenir ensuite à une proximité. C'est quelqu'un qui marque Junger et qui peut l'inspirer. L'inspirer, c'est trop. Mais c'est un personnage pittoresque qui avait été... il avait été envoyé pendant la guerre dans les anglo-normandes sur lesquelles les Allemands avaient pu mettre la main. Et donc, en réprimande d'ailleurs. Oui. Et alors, ses amis lui donnaient un titre conradien d'exilé des îles, l'outlaw des îles. Effectivement, ça fait partie des gens pittoresques dont il aimait s'entourer. C'est ça. Alors peut-être pouvons-nous donner quelques détails de ce roman. Nous avons parlé déjà du rêve, de l'importance que ça avait. Et puis il y a évidemment le rôle capital dans ce livre de la nature. Alors, on va citer quelques noms. Parce que autant dans Chasse subtile, Junger indique sa passion pour la chasse aux insectes, mais là nous avons des marrons, des noix, des champignons, des cèpes, l'orange, la truffe, de l'onagre, des nymphéas, des vignes évidemment, les lys de Cipango, l'ilex qui est le hou, les cardères, les aunes, les roseaux, les genêts, les bruyères, je passe quelques mots. Et bien sûr, il faudra peut-être parler du sylvain rouge, qui a une importance capitale dans ce récit. C'est-à-dire que Junger nous donne véritablement à constater, à admirer même un véritable herbier que constituent les 2 personnages principaux du roman, qu'on peut même qualifier peut-être de lui-même et de son frère. Donc cette nature a vraiment une importance capitale, et pouvons-nous faire le lien entre cette nature et, je dirais, la tranquillité et la paix de l'âme ? Dès les 2 premiers chapitres, en fait, nous pouvons ressentir, la contemplation de la nature et le fait de constituer cet herbier comme vraiment une source d'apaisement pour le protagoniste. Certainement, parce que pour Junger, la nature est un lieu dans lequel on peut se ressourcer, parce que c'est une source de beauté, c'est une source d'équilibre. Et le sylvain rouge, c'est une image d'équilibre. Et c'est dans les épisodes tout à fait terrifiants de la fin, où la destruction se déchaîne sur ce pays triple, parce qu'il est en 3 morceaux. Il y a un pays de vieille culture au bord de la mer, avec surtout des pêcheurs et des vignobles. C'est la marina. Il y a un pays, alors c'est aussi les époques de la civilisation. Il y a une grande campagne avec des éleveurs, c'est la Campagna, où le narrateur a un vieil ami qui s'appelle Bélovar. Et puis les forêts, donc les forêts, le lieu de l'inculte et du désordre, sur lequel règne le grand forestier. C'est ça. Et par moments, justement, il est perdu dans la forêt, et il retrouve le sylvain rouge qu'il a cherché, et c'est une espèce de point de repère salvateur. Et puis par rapport aux horreurs qu'il a vues dans la forêt, c'est un retour à l'équilibre grandiose de la nature.
Alors pour les falaises, le pays des falaises, permettez-moi, Julien Hervier, de citer juste quelques lignes. Il écrit ceci. Je voyais déjà se dresser obscurément les falaises de marbre, telles de noirs récifs sur une mer de lave. Et cependant que j'écoutais les chiens derrière moi, je gagnais en hâte le faîte abrupt, du haut duquel nos regards, en une sublime ivresse, s'étaient si souvent nourris de la beauté de cette terre, à présent revêtue de la pourpre robe de la destruction. Alors, évidemment, ça peut toucher le lecteur, mais je pense qu'il faut, à travers cette description qui, à mon sens, est sublime, est tellement changeante au fil des pages, cette description de ces paysages, qu'il faut peut-être aussi saluer le travail, simplement de traduction. Peut-être vous savez cela mieux que quiconque, puisque vous avez traduit vous-même certains livres de Junger. Les falaises de marbre sont traduites par Henri Thomas. Quel pouvait être justement ce travail à l'époque de traducteur, et a-t-il changé aujourd'hui, à votre avis ? Alors, je voudrais d'abord rendre hommage à la traduction d'Henri Thomas, qui est une espèce de traduction iconique, un peu comme celle de Gide pour Typhon. Et d'ailleurs, si jamais on refaisait une édition de la Pléiade, si jamais on faisait une édition de la Pléiade des romans de Junger après avoir fait ses journaux de guerre, il faudrait ne presque pas y toucher, ou éventuellement de temps en temps signaler une petite altération, parce que c'est une traduction relativement libre. Je vous prends un seul exemple. Au début, d'ailleurs, des phrases les plus belles sur le souvenir du passé, il parle de cette intraitable mélancolie qui s'empare de nous au moment où on se rappelle les beaux jours vécus autrefois dans la détresse actuelle. C'est le tout début du roman. Oui, c'est le tout début. Bon, intraitable, c'est un très beau mot. Et en allemand, il y a tout simplement wild, ce qui veut dire sauvage. C'est beau, cette nostalgie sauvage. Mais une nostalgie intraitable, c'est encore quelque chose de plus. Ça, c'est un ajout de grande qualité de Henri Thomas, qui était lui-même écrivain, qui a écrit de nombreux romans, qui était une personnalité. Alors, il est bien oublié, mais à l'époque où il traduisait Junger, il était renommé pour ses qualités d'écrivain. Et donc, il a trouvé un ton, une continuité, justement, dans cette espèce de... Enfin, c'est pas une incantation, mais vous voyez, on se laisse bercer et prendre par le style de Junger, transfiguré en français par Henri Thomas. Et alors, évidemment, vous me dites, est-ce que ça peut donner des leçons ? Je dois dire que pour les traducteurs, on peut être plus ou moins inspiré et on peut rêver de traductions inspirées des grandes œuvres. Il y a celle de Baudelaire par rapport à Edgar Poe. Enfin, il y a quelques traductions dont on peut considérer que sont des grandes œuvres, je ne dirais pas à l'égal de celles de leurs créateurs, mais qui se situent au même niveau pour la réception chez le lecteur qui, tout d'un coup, découvre ça et qui a le même émerveillement que s'il pouvait le découvrir dans la langue originale. Alors élevons-nous sur ces falaises. Qui trouvons-nous ? Chapitre 3. D'ordinaire, en notre ermitage, au buisson blanc, les journées s'écoulaient dans une profonde retraite. C'est presque émollient, cette attitude. Oui. L'ermitage se dressait sur le bord des falaises de marbre, au sommet d'un de ces îlots rocheux qu'on voit çà et là trouant le pays des vignes. Donc, nous voilà placés par Junger sur les falaises dans un ermitage. Ermites qui restent des personnages assez récurrents dans son œuvre. Nous avions déjà parlé, il me semble, d'Héliopolis, où cela traît aussi. Alors, vous avez bien fait aussi tout à l'heure de rappeler que Othon, qui apparaît comme frère Othon, c'est pas comme frère François, c'est pas un autre religieux. C'est vraiment la présence de son frère, Friedrich Georg, qui est là, sous-jacente, sous le nom de frère Othon. Donc, ce ne sont pas deux moines, ils ne sont pas dans un monastère, mais
par certains côtés, leur vie peut avoir quelque chose de monacal. Ascétique presque. Ascétique, sauf qu'il se livre, et surtout le narrateur, à des sortes de bacchanales au moment des fêtes, des espèces de saturnales annuelles au moment de la fête de l'automne et du printemps. Et d'ailleurs, dans son ermitage, ce qui n'est pas du tout évidemment monastique, il abrite un petit garçon qui est son fils illégitime, le petit Hérione, qui est alors là aussi une sorte d'enfant magique, on en parlera peut-être plus tard, qui est le fils de Lampusa, qui est une espèce de vieille sorcière, qui tient le ménage de garçons des deux frères dans leur isolement. Et c'est quelqu'un qui est lié absolument aux puissances du sous-sol. Là. Oui, c'est ça. D'ailleurs, elle y va en reclus, si l'on peut dire. Elle va même se préserver dans ce sous-sol quand la menace grandit et arrive. C'est ça. C'est-à-dire c'est une sorte de divinité maternelle sa cuisine est à moitié troglodyte. Hein. Oui. Elle est à moitié creusée dans le rocher. On se croirait chez Rabelais, presque. Oui. Et quand il y a l'invasion du grand forestier, de ces meutes de chiens tueurs et de Junior dit qu'on appelle son engeance les vers de feu, parce que c'est un peu, vous savez, comme dans les destructions de la période de la guerre de 30 ans en Allemagne, où il y avait des bandes errantes qui brûlaient les pieds des paysans pour leur faire avouer où était leur or. Donc c'est des gens qui par le fer et par le feu sèment la terreur. Eh bien, au moment où elle est assiégée par ces bandes hurlantes, elle peut se retirer dans sa cuisine, mais qui est à moitié une caverne, et on a l'impression qu'elle va disparaître. Oui. Là-dedans. Et sa fille Sylvia, qui est la mère d'Hérione, qui a donc eu une aventure avec le narrateur, s'est désintéressée de son fils et s'est enfuie avec les étrangers. Ce qui fait que c'est le narrateur qui l'élève sur le plan intellectuel, tandis que la grand-mère Lampusa le nourrit sur le plan matériel. Et Junior dit qu'il admire beaucoup le fait d'avoir cette paternité spirituelle. Parce que non seulement il est le père physiquement de l'enfant, mais il est aussi son père spirituel. Et là, à ce propos, il y a des réflexions tout à fait intéressantes sur le fait qu'au fond, il préfère la paternité spirituelle à la paternité physiologique. C'est ce que vous indiquez dans cette biographie également, quand vous écrivez ceci. Citation. Je préfère l'adoption à la paternité naturelle. La paternité se spiritualise. Nous ne sommes pas des parents de nature, mais bien d'élection. Il faut donc qu'Éros opère aussi dans la parenté d'esprit. L'adoption répète le parrainage sur un plan plus élevé. Nous faisons le choix du parrain, le pater spiritualis. Et il se reconnaît en nous, il nous assume. Ça, c'est une citation, la traduction d'Henri Plard, de Eumesville, un autre roman de Junger. Il vous enchaînait en disant « Du côté du père comme de l'enfant, la paternité relève d'un choix raisonné, non de l'arbitraire d'une généalogie. On voit sur cette question fondamentale à quel point Junger se situe aux antipodes des théories nazies sur la filiation raciale. » C'est ça, oui. Alors ça, c'est mon commentaire. Hein. Oui, après le texte de Junger, c'est vrai. Hein. De même que Junger dit qu'il apprécie beaucoup le phénomène de l'adoption chez les empereurs romains. On peut avoir des fils catastrophiques et donc il vaut mieux essayer de choisir parmi ses héritiers celui qui paraîtra le plus méritant. Et évidemment, par rapport à l'idée du sang et de la race, rien n'est plus hostile, puisque on peut adopter, si je peux dire, n'importe qui, enfin, pourvu qu'il ait les qualités personnelles et humaines suffisantes pour mériter cette adoption. Alors peut-être faut-il aussi aborder un autre personnage de ce roman, qu'est le père Lampros. Nous pouvons le lire autour des pages 80, par exemple. On disait le père Lampros issu d'une vieille maison burgonde, mais il ne parlait jamais du passé. De ses années mondaines, il avait conservé un anneau orné d'un sceau. Dans sa rouge cornaline était gravée une aile de griffon, sous laquelle figuraient les mots de son blason, : « J'attends en paix ».
Là aussi se trahissaient les deux pôles de son être, modestie et fierté. Qu'est-ce que ce passage et cette description de personnage peut nous indiquer de la personnalité de Junger? Des traits de caractère, des recherches? Mais c'est la recherche d'une certaine impassibilité, mais d'une impassibilité reposant sur l'affection et la bonté. Enfin, puisque... Il n'est pas ignorant, il n'ignore pas ce qui se passe, il est à la fois présent et au-delà. C'est-à-dire que là, il représente justement le clergé, parce que, comme force spirituelle qui permet aux sociétés de survivre. Et alors, il y a aussi quelque chose qui m'avait frappé, moi, en disant, Junger fait très attention au nom de ses personnages, et c'est qu'il y a une espèce d'écho entre la femme des profondeurs, la grande mère liée aux forces cnonéennes qu'est Lampusa, et Lampros. Lampros, il y a une assonance très forte. Le spirituel et le charnel profondément enracinés dans la glèbe, au sein de la terre, sont deux faces d'une même réalité. Voilà. Et il associe le rêve et le réel, puisque quelques lignes plus loin, Junger écrit « Lui qui vivait comme en un rêve derrière les murs du cloître », donc c'est bien un religieux, d'ailleurs il levait d'habits sacerdotaux à la fin du roman, était peut-être le seul parmi nous qui fut au cœur du réel. Oui, c'est-à-dire que Junger n'a qu'une horreur, c'est celle du matérialisme plat. C'est-à-dire pour lui, le réel, c'est le contraire du monde du chiffre où tout est enregistré par les mathématiques et dont la vie finalement s'est enfuie. C'est ça. Donc c'est aussi une invitation pour le lecteur que nous fait Junger d'essayer de gagner cette attitude par rapport au danger, par rapport à la menace, à votre avis? Alors, un idéal peut-être? C'est un idéal, c'est-à-dire c'est un idéal, mais c'est très bien que chacun a sa propre nature, son propre tempérament. C'est un idéal qui ne peut pas être le sien. C'est-à-dire que au début, quand il voit la destruction commencer à sourdre dans ce très beau pays qu'est la Marina, il se demande s'il faut résister tout de suite. Et il trouve qu'il est trop tôt. Bon, et il décide de résister par le langage, parce que Junger croit beaucoup dans les puissances de la poésie. Il est du pays de Hölderlin, et que l'engagement banal, enfin l'engagement politique, celui qui a été le sien dans une très courte période de l'entre-deux-guerres, entre 1923 et 1933, même dès 1932, il avait presque cessé d'écrire des articles politiques. Au moment où la parenthèse s'est refermée, au moment où la situation était bloquée par le nazisme. Donc, il pense qu'il faut trouver d'autres formes de résistance quand la surpuissance matérielle s'impose. Mais en même temps, il est dans l'action par rapport au père Lampros. Et quand il va intervenir à la fin, c'est après avoir pris conseil du père Lampros qui lui a dit « Oui, il faut que vous partiez ». Enfin, il y a deux personnages, vous allez probablement m'en parler, qui ont voulu essayer de détruire à eux seuls l'empire du Grand Forestier. Oui. Et on craint pour leur vie. Et le père lui dit de partir avec armée. Le prince et Brakmar. Le prince et Brakmar, oui. Qui finissent mal. Alors, ils finissent mal. Je vous parlais des horreurs qu'on trouve dans la forêt. Il y a la cabane d'équarrissage, oui, où c'est sous ordre sinistre du nazisme, massacre et maltraite les humains. Enfin, on est tout proche des camps de concentration. Et puis, ce sont aussi... ça peut faire écho à ce qu'a pu voir ou entendre Junger. On peut penser à la Nuit de Cristal, on peut penser au Long Conto. Oui. Ce sont des événements qui ont pu le marquer et qui ont pu l'inspirer pour ce récit. Tout récemment, quand il écrit ça, il vient d'assister, d'apprendre l'horreur de la Nuit de Cristal. Oui.
et des pogroms anti-juifs. Donc là, c'est les souterrains de l'iniquité. Alors il arrive avec son frère à un moment donné dans une clairière déserte où il y a une petite cabane et des palissades avec des têtes de mort et une frise de mains humaines coupées. Et il y a un petit bonhomme, alors ça c'est la banalité du mal, qui a l'air totalement insignifiant, qui est en train de tanner une peau humaine sur des tréteaux. Et là, à la fin, le prince et Brakmar, quand il part à leur recherche, il va les trouver tous les deux. Enfin, il va trouver leur tête fichée au bout d'un de ces poteaux. Voilà. Donc, ils ont échoué dans leur entreprise, mais pas tout à fait, parce qu'à l'horizon, on voit que le château du Grand Forestier brûle. Exactement. Il y a toujours une lueur d'espoir. C'est-à-dire, le mal n'est pas triomphant totalement. C'est ça. Et ils récupèrent la tête parce qu'ils veulent la préserver. Oui. Ils veulent la tête du prince, notamment. Et alors là, pour parler de la lueur d'espoir, Jünger est quelqu'un qui a toujours été fondamentalement optimiste. Il pense que l'humanité passe par des situations absolument atroces, mais que l'humain a en soi, peut-être aidé par Dieu, de quoi retrouver sa dignité. Et tout à la fin, il y a une marque de confiance, parce qu'on quitte un pays à feu et à sang, où les bandes du Grand Forestier sont en train de tout incendier. Le mal semble triompher partout. Massacrer, tout détruire. Mais il indique, il y a une brève anticipation qui est un retour en arrière, c'est que plus tard, dans la nouvelle cathédrale qui sera bâtie dans la marina, on mettra le crâne du prince Sulmira comme relique particulièrement précieuse dans les fondations. Exactement. Et juste avant cette indication de la tête confiée aux chrétiens, eh bien, Jünger met dans son texte une prière, c'est assez étonnant, qui finit par « La tombe a pris son bien, l'homme ne peut plus rien. Seigneur, nous attendons de toi seul le salut. » Étonnant de dire ça dans le récit, mais c'est une lueur d'espoir à laquelle nous invite Jünger. Oui. C'est une prière, et vous savez, dans son journal de guerre, la prière joue un rôle très grand. La lecture de la Bible, qu'il a lue 2 fois en entier... Il le dit au micro de Bernard Pivot. Oui. La lecture de la Bible et la prière, pour lui, sont fondamentaux. Et il dit que quand il y a... tout le monde s'effondre. S'il y a quelqu'un qui résiste, qui a l'air de garder son calme et son assurance, on peut être sûr que c'est un homme de prière. Oui, ça, il l'écrit dans son journal. Oui. Donc, mais oui, c'est pas dans les falaises. Non, c'est pas dans les falaises, mais... Oui. Mais enfin, justement, le père Lampros, qui va être entraîné dans la destruction, est le bon représentant du triomphe de l'esprit, de l'esprit de Dieu, de l'esprit divin, sur les forces destructrices. Oui. Il y a un autre élément par lequel le combat s'engage, du moins il me semble, c'est celui de la langue et du langage. Vous avez abordé ce trait tout à l'heure, lorsqu'il écrit « Les contingents mis à la disposition des capitaines furent d'abord minimes. On ne les envoyait aussi en campagne que par petits groupes, telle une gendarmerie. Ceci s'appliquait surtout aux chasseurs que nous voyions fréquemment passer autour de l'ermitage aux buissons blancs, et qui malheureusement s'arrêtaient aussi pour manger dans la cuisine de Lampusa. C'était la gente des forêts. Telle que les livres la dépeignent, petite, l'œil clignotant, à la barbe noire en pointe, dans un visage tout mangé de rides, parlant une sorte de sabir, où s'était mêlé ce que toutes les langues ont de pire, et qui semblait pétri de fanges sanglantes. Donc, j'y vois là, personnellement, un abaissement par la détérioration de sa propre langue. Oui, alors la dégradation du langage est pour lui quelque chose de dramatique et qui indique que les conditions générales vont totalement se dégrader. Que dirait-il aujourd'hui en France ? Oui. C'est-à-dire qu'on commence par les insultes et l'assassinat n'est pas loin. On peut effectivement
remarqué ça de tous les jours et dans tous les temps et de nos jours en particulier. Parce qu'il nous prévient juste ensuite, hein, quelques lignes plus bas après ce passage, il finit comme ça. « Profonde est la haine qui brûle contre la beauté dans les cœurs abjects. » Oui, alors c'est-à-dire c'est aussi quelque chose qu'on peut constater maintenant, c'est qu'il y a une espèce d'horreur de la beauté. Enfin, on dit, parce qu'on ne la comprend plus. Il y a des gens qui ont un goût du lait absolu. Par exemple, la destruction des paysages français est quelque chose de catastrophique en ce moment. Et les gens qui procèdent ne s'en rendent absolument pas compte. Et là, la destruction du langage, elle est quand même tout à fait précise aussi dans le roman, parce qu'à la fois, il y a cette langue dégradée que parlent les bas serviteurs du grand forestier, mais il y a aussi le fait que les intellectuels faciles à acheter, acceptent de prononcer l'hommage funèbre, ce qui doit célébrer les héros dans cette civilisation, qui s'appelle l'Eburnum. C'est une espèce de poème codé qu'on prononce en l'honneur des héros morts. Ils acceptent de le prononcer en l'honneur de n'importe qui. C'est comme de mettre n'importe qui au Panthéon, par exemple. Oui, c'est tout à fait ça. Et un autre élément qui peut aider dans le combat, c'est la poésie par rapport aux grandes époques. On reconnaît les grandes époques à ceci, que la puissance de l'esprit y est visible et son action partout présente. Il en était ainsi de ce pays, dans le déroulement des saisons, dans le service des dieux et dans la vie humaine. Aucune fête n'était concevable sans la poésie. C'est-à-dire que par rapport au sujet de la langue que nous évoquions, la poésie est à la fois une issue, une voie de secours et par le haut. C'est ça. Et alors, le problème, c'est qu'on peut penser à une espèce de naïveté résistée par la poésie. C'est le contraire de la phrase célèbre qui dit qu'il n'y a plus de poésie possible après Dachau, oui. Après Dachau. Pardon. C'est ce qui est complètement démenti par les faits. Il suffit de lire la poésie de Paul Celan, qui est justement une poésie d'après la Shoah, d'après le meurtre de masse, et qui est une grande poésie. Et qui est une poésie prononcée par un poète juif, justement, qui a été profondément marqué dans sa chair et sa famille par les massacres nazis. On peut aussi penser à la puissance de la parole de Solzhenitsyn. Bon, finalement, si vous voulez, le régime nazi a duré finalement très peu de temps. Hein. On oublie ça en France, puisque en 1933, Hitler est arrivé au pouvoir, et en 1945, son empire a été totalement détruit. Donc c'est 12 ans. Alors qu'évidemment, le règne du totalitarisme russe, c'est beaucoup plus long. Mais Hitler, ça a été abattu par son hubris qui lui a fait attaquer tout le monde. Mais le communisme russe s'est effondré sur lui-même, et en partie grâce aux poètes. Et donc cette puissance qui peut paraître un peu dérisoire quand on souffre de l'oppression directe, est une puissance qui a quand même su affirmer sa force à de nombreuses reprises. Oui, parce que la poésie est également, si je puis dire, ses lettres de noblesse. La noblesse est assez présente dans Les Falaises de marbre de Junger. Il en parle souvent. Il dit « C'est dans les cœurs nobles que la souffrance du peuple trouve son écho le plus puissant. » À chaque fois, il y a un trait de caractère, un personnage ou une attitude qui s'avère au-dessus, qui permet de trouver une échappatoire, une porte de sortie par rapport au mal sous-jacent et qui arrive. Oui, alors... Ça, c'est un trait important, il faut rappeler que Junger a été qualifié dans un des livres anciens, mais tout à fait remarquables, qui ont été publiés sur lui, d'anarchiste conservateur. Il est anarchiste par beaucoup de ses tendances, mais il est profondément conservateur, non pas au sens où il faudrait être réactionnaire, mais où il pense qu'il faut conserver l'acquis puissant des grandes civilisations. Et dans cette conservation, il a l'espoir effectivement que les anciennes lignées
peuvent garder un certain sens de leur noblesse. Et d'ailleurs, il a trouvé une confirmation là-dedans, dans l'histoire. Alors, il a été très frappé, on a ça aussi dans les falaises de marbre, d'une visite d'un aristocrate qui s'appelait von Trott-Zuzolz, dont un frère qui s'appelait Heinrich von Trott, dont un frère qui s'appelait Adam, a été exécuté au moment de l'attentat contre Hitler, qui était dans le complot. De Stauffenberg. Et ils étaient arrivés de nuit avec une très grosse voiture qui bourdonnait au seuil de la porte. Ça fait partie des éléments un peu oniriques de l'histoire. Et évidemment, quand c'est un représentant d'une vieille famille, Klaus von Stauffenberg, qui a tenté il y a eu plusieurs attentats contre Hitler, mais là vraiment, c'est l'attentat qui devait réussir. Oui. Tout était apparemment parfait. Et vous savez, c'est un concours de circonstances malheureuses qui a fait que Hitler a eu la vie sauve. Au point même qu'on a annoncé partout la mort d'Hitler, et que le gouverneur militaire de Paris, le second Stülpnagel, parce que avec les gouverneurs militaires c'est compliqué, il y a deux cousins très différents, Otto le premier, celui qui n'a pas su dominer le problème des otages et qui s'est finalement suicidé en prison, et le second Heinrich von Stülpnagel, qui a été, lui, victime de la répression après l'échec de l'attentat. Parce qu'on avait téléphoné qu'Hitler était mort et donc il avait déjà pris le pouvoir pour le mouvement des contestataires et fait arrêter tous les SS de Paris, qu'il a remis ensuite en liberté quand on a appris que le Führer n'était pas mort. Et donc c'est vraiment pour lui, pour Jünger, un représentant d'une vieille famille qui a fait une tentative désespérée, comme le prince de Sudmera, dans les falaises. Et là, il avait un peu une espèce de satisfaction à penser qu'en Basse-Saxe, dans son pays, les gens ont un peu un don de seconde vue. C'est ça, c'est presque prémonitoire. Je tiens aussi peut-être à rappeler que ce récit peut parfois rappeler Orage d'acier. Je veux dire par là, quand on lit ces lignes, je regardais ce spectacle, en proie à la stupeur, et je demeurais là longtemps, comme en dehors du temps. Je tombais dans une sorte de rêve éveillé où j'oubliais la proximité du danger. Parvenus à cet état, nous passons comme endormis à travers les périls, aveugles, mais tout proche de l'esprit des choses. On croirait voir le jeune Ernst Jünger dans ses tranchées, dans sa casemate, pendant la guerre de 14-18, au milieu des bombardements et des combats, et qui, lui, va vous décrire un papillon passant par là. Oui, et puis alors là aussi, il y a quand même la vision de la destruction, alors qu'on lui a beaucoup reproché. Il y a une scène où il est sur le toit de Paris, il regarde un bombardement sur les usines Renault en dégustant du Bourgogne avec des fraises. C'est ne pas comprendre, il y a une fascination, effectivement, de la destruction que tout le monde enfin tout le monde peut-être pas, mais enfin la plupart des gens éprouvent. Il n'y a qu'à voir les succès des films catastrophes. On est fasciné par l'image de la destruction. Moi je peux me souvenir, j'ai pas souffert de bombardements effrayants parce que j'habitais Versailles au moment de la Libération. J'ai eu un bombardement très grave, enfin je suis descendu plusieurs fois à la cave, J'étais petit, j'avais 4 ans. Et je suis descendu à la cave avec ma mère, mon frère et ma grand-mère. Et donc on avait éventuellement très peur. Mais tant que c'était suffisamment loin, ça représentait un spectacle. Et pour tous les gosses qui étaient avec moi à l'école communale, c'était pareil. On regardait les escadrilles de forteresses volantes arriver pour bombarder les usines Renault plus loin. Et c'était très très impressionnant parce qu'il y avait la Flak, enfin la défense anti-aérienne allemande, qui tirait dessus. Et alors on voyait des petites silhouettes noires dans le ciel. Et puis tout d'un coup, il y en avait une qui flambait, qui disparaissait. Et alors on regardait parce on voyait un ou deux petits points noirs où c'était les gens qui avaient réussi à sauter au parachute, qui
qui n'étaient pas morts. On dit, là, il y en a 2 qui ont réussi à s'en sortir. On regardait ça absolument comme un spectacle. Alors vous me direz, c'était très loin. Il n'y avait pas le sang, l'horreur. Mais la vue de la destruction, c'est quelque chose qui fascine le regard humain. Et beaucoup chez les enfants, bien sûr. Oui. Qui aiment casser. Il y a un autre personnage, si je puis dire, dont nous n'avons pas encore parlé dans ce roman, qui peuvent parfois rappeler étrangement des anges gardiens, bien que bibliquement ils en soient très éloignés. Ce sont les vipères fers de lance, qui prennent toute leur importance dans ce récit. Vous savez que c'est un nom inventé. Oui. Et Thomas a trouvé un très joli mot pour suggérer ces vipères extrêmement dangereuses, d'une espèce exceptionnelle et dont la piqûre est immédiatement mortelle. Il les décrit de cette manière. Ces bêtes qui vivaient nombreuses dans les crevasses et les fissures de l'ermitage ne nous inspiraient point de crainte. Nous y prenions bientôt plutôt plaisir, durant le jour, à voir briller leurs couleurs éclatantes, et la nuit à entendre le léger sifflement subtil et sonore dont elles accompagnaient leurs ébats amoureux. Souvent notre manteau légèrement relevé, nous les enjambions, et lorsque nous recevions un hôte qu'elles effrayaient, nous les repoussions du pied hors du chemin. Cela fait tout à fait penser au récit des vipères sous la table de Terre des Hommes de Saint-Exupéry. Oui, alors, je n'y avais pas pensé, mais vous avez raison. Et la présence du serpent est très importante chez Junior. Et évidemment, il faut avoir un intérêt pour le symbolisme, pour aimer sur les falaises de marbre. Mais tout le jeu autour des vipères est rempli d'un symbolisme tout à fait impressionnant. Par exemple, la vieille Lampusa, c'est pas une sorcière hostile, non, mais c'est une force neutre. Oui. Et le narrateur décrit la différence de ce qui se passe entre la façon dont Lampusa appelle les vipères parce qu'ils les nourrissent, on leur donne du lait dans un bassin, et la façon dont le petit Thérion les appelle pour leur dîner. Quand c'est Lampusa qui les appelle, elles se mettent en une espèce de couronne, vous voyez, spiralée autour de ce centre solaire qui est la bassine. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est un peu la svastika. C'est la croix gammée, c'est le mouvement tournant autour d'un centre qui est suscité par Lampusa. Alors que quand c'est le petit Thérion, elles se mettent comme les rayons du soleil. Oui. Donc on transforme en image solaire totalement positive l'image de la croix gammée. Et bien sûr, elles viennent défendre, elles viennent protéger lorsque c'est Hérion qui appelle à la fin. C'est ça, à la fin, c'est aussi l'image de la vision que Junior a de l'attaque et de la défense. Il faut attaquer sur son terrain, mais ne jamais se laisser entraîner sur le terrain d'adversaire. Quand leur vieil ami berger, qui a aussi, alors c'est une opposition à la fois de personnel et de meute. Le forestier a des meutes qui sont issus de chiens qui dévoraient les esclaves de Cuba, et eux ont de nobles bêtes de chasse. Et dans un premier temps, quand la ruée commence, les gens des forêts sortent pour envahir ces surfaces cultivées avec l'élevage et le bétail. Les meutes du vieux Bélovar détruisent les adversaires, ils sont sortis de la forêt. Mais ensuite, ils veulent nettoyer toute cette pourriture et ils entrent dans la forêt. Et là, c'est eux qui se font bouffer. C'est ça. Et là, ça va être absolument la même chose. C'est-à-dire que l'ermitage des frères va être un lieu de sécurité grâce aux vipères. Alors, les vipères étaient appelés pacifiquement par le petit Thérion pour venir à leur dîner. Et ils tapaient avec une cuillère de bois. Et là, ils tapent avec une cuillère de métal, ça fait un grand bruit. Et les chiens se trouvent piégés au centre d'un cercle de vipères. C'est ça. Qui se referment sur eux. Et alors, il y a les noms,
Le chef de la meute méchante s'appelle Chiffon Rouge, la vipère en chef, c'est la griffonne. La griffonne. Et donc, la griffonne ne fait qu'effleurer l'oreille, derrière l'oreille, je voilà. crois, le chien, et il s'effondre immédiatement foudroyé. Et une fois que tous les chiens sont morts dans le cercle de vipères, ce qui s'est contracté pour tuer l'ennemi, elles se dispersent, elles se répartissent de nouveau dans l'ensemble du terrain. Donc il y a un mouvement de systole et de diastole, et c'est aussi une image de la conduite à tenir, ne jamais se laisser entraîner à répondre à des questions idiotes. Voilà, c'est sur le terrain de l'adversaire, on est forcément fichu. Donc c'est une question de mesure par rapport à la démesure. Je pense à ça en me remémorant quelques images. On peut tous voir ces images d'Ernst Junger à cheval, défilant à Paris lorsque Paris est envahi. Oui, à quoi pouvait-il penser à ce moment-là par rapport à son texte ? Est-ce qu'il y pensait ? Là, effectivement, c'est une image dont on a usé et abusé. Écoutez, je ne pense pas qu'il pensait aux falaises de marbre en ce moment-là, mais j'aurais tendance à penser qu'il faisait ça très mécaniquement, comme relevant de sa fonction militaire. Alors j'aimerais revenir peut-être justement par rapport à un autre soldat qu'il aurait pu d'ailleurs combattre. Nous pourrions espérer, nous pourrions rêver d'une rencontre entre deux. Je reviens à Antoine de Saint-Exupéry, puisque les personnages, notamment du Père Lampros, sont importants dans ce récit. On a parlé aussi d'aristocratie, en tout cas de noblesse d'âme, si je puis dire. Nous sommes ici dans Citadelle, livre inachevé de Saint-Exupéry, qui écrit « À la tête de mes cités », donc ici ça me fait penser à cet ermitage, à cette cohabitation de différents personnages, « je placerai des capitaines, car c'est de la création que l'homme tire d'abord ses joies, et du goût puissant de l'aventure et de la victoire. Aventure et victoire chère à Junger également. Et ce n'était ni plus vrai, ni moins vrai, mais autre. Certains, cependant, pour me faire admirer leur ville, m'entraînaient avec eux à l'intérieur de leurs remparts et me conduisaient d'abord au temple. Et j'entrais, pris dans le silence et l'ombre et la fraîcheur. Alors, je méditais. Et ma méditation me paraissait plus importante que la nourriture ou la conquête. Car je m'étais nourri pour vivre, j'avais vécu pour conquérir, et j'avais conquis pour revenir et méditer et me sentir le cœur plus vaste dans le repos de mon silence. Voilà, disais-je, la vérité de l'homme, il n'existe que par son âme. À la tête de ma cité, j'installerai des poètes et des prêtres, et ils feront s'épanouir le cœur des hommes. Et ce n'était ni plus vrai, ni moins vrai, mais autre. Est-ce que ces mots peuvent résonner par rapport à ce texte de Junger, des falaises de marbre ? Alors, certainement, oui, parce que les grandes figures de falaises de marbre, c'est effectivement le père Lampros et les poètes qui maintenaient la tradition justement du culte des morts. Et donc... là, vous avez un très beau parallèle que vous proposez avec Saint-Exupéry. Suite à cette mise en parallèle entre Antoine de Saint-Exupéry et Ernst Junger, et ici entre Citadelle, un passage du moins, et puis les falaises de marbre, peut-être pouvons-nous aussi être éclairés par ces textes, et notamment ici celui de Junger, par rapport à notre attitude dans notre monde aujourd'hui. Nous réalisons cette émission, cette conversation, Julien Hervier, au moment où, évidemment, des conflits existent de par le monde, entre la Russie et l'Ukraine, la Corée du Nord qui s'y met, des grandes tensions, notamment en Corée du Sud. Il y a Gaza, il y a le Proche-Orient, avec Israël. La situation est quand même assez complexe. Nous vivons différents gouvernements depuis quelques semaines et quelques mois en France. Peut-être ce texte de Junger est-il aussi un engagement, une invitation à répandre le bien autour de soi. Alors, je pense aussi, un peu comme vous l'avez suggéré, c'est que nous nous sommes beaucoup endormis dans une espèce d'apparence de paix qui nous semblait régner et dont l'effondrement du RSS était apparemment l'accomplissement. Et puis, on a cru que la démocratie allait régner partout dans le monde. Enfin, certains l'ont cru. C'était une grave illusion.
là, on se rend compte que les tensions internationales sont différentes de ce qu'elles étaient entre les grandes puissances autrefois, limitées d'ailleurs surtout à des pays européens ou proches comme la Russie, dont on ne sait pas s'il faut dire que c'est un pays européen ou non. Mais là, des gens qui voulaient oublier tout cela, oublier la condition mortelle de l'homme, il y a quelques imbéciles dans les milliardaires qui pensent qu'ils vont rendre l'homme immortel. Ça relève vraiment de ce que les Grecs appelaient l'hubris, contrairement à l'équilibre. Et tout d'un coup, on découvre que la guerre peut nous arriver très facilement. Et que quand il y a la guerre, il faut réarmer, parce que les principes romains n'ont jamais été démentis depuis. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Contre quelqu'un qui veut de toute façon vous attaquer parce qu'il vous déteste, parce que vous êtes, pas seulement pour avoir ce que vous possédez, mais parce qu'il déteste ce que vous êtes, vous ne pouvez absolument pas le rassurer et le désarmer par des cadeaux. Donc la seule chose qui reste possible, c'est de lui faire peur. Et donc par rapport à cela, il y a aussi le fait que les petits hommes que nous sommes devant la dimension que prend le danger géopolitique, nous sommes totalement impuissants. Nous avons l'impression de ne rien pouvoir faire. Et Jünger disait, dans ces grands cataclysmes, il a trouvé que tout ce qu'il pouvait faire et qui lui paraissait le mieux et une petite satisfaction, c'est de faire le bien autour de lui et de chercher à chasser l'injustice qui relevait de ses compétences quand il était justement capitaine en France et dans les circonstances difficiles de la fin du Troisième Reich. C'est par exemple, ici en France, lorsqu'il est soldat, protéger, mettre à l'abri les archives de la cathédrale de Laon, par exemple. C'est ça. Une des petites choses. Et puis alors aussi donner à manger à des soldats prisonniers, venir en aide un peu aux malheureux dans la mesure où ça lui était possible. Peut-être avant de finir, Julien Hervier, pouvons-nous donner un petit peu l'actualité jungerienne. Il y a quelques livres sortis. Vous avez ici, par exemple, l'un d'eux. Voulez-vous nous en parler juste quelques secondes ? Oui. Alors, écoutez, parce qu'il y a des livres sur Jünger qui paraissent en France qui sont attristants. Mais là, je voulais saluer la sortie, mais ça vient vraiment de sortir, du livre de Daniel Beltran-Vidal Arnaud, qui s'appelle Ernst Jünger et Friedrich Georg Jünger, dialogue de texte. Ça a été publié cette année, juste avant la fin de 2024, dans la série biographie série 20e siècle de l'Harmattan. Et c'est d'une connaisseuse tout à fait remarquable, très intelligente, et je suis heureux de pouvoir rendre ici hommage à son livre. Peut-être pour finir, pouvons-nous justement lire juste un extrait. Nous sommes au 15e chapitre, à peu près au milieu de ce roman. Une période étrange s'ouvrit alors pour nous à la marina. Tandis que dans le pays, le crime prospérait comme le réseau des moisissures sur le bois pourri, nous nous absorbions de plus en plus profondément dans le mystère des fleurs, et leur calice nous semblait plus grand, plus radieux que jamais. Mais avant tout, nous poursuivions notre travail sur le langage, car nous reconnaissions dans la parole l'épée magique dont le rayonnement fait pâlir la puissance des tyrans. Parole, esprit et liberté sont sous 3 aspects une seule et même chose.